Avant d'aller dans le vif du sujet, vous me permettrez quand même de remercier la Fondation Rosa Luxembourg et les organisations co-organisatrices de cette conférence. Mes remerciements particuliers à mon ami, mon cher collègue Ndongo Sambasila, qui me fait l'honneur de rendre hommage à notre mentor, le professeur Samir Amin. Je remercie également, je salue la présence d'un certain nombre de participants venus des autres pays d'Afrique, venus d'Asie et d'Europe, qui connaissaient tous Samir Amin, qui ont cheminé pendant des années avec lui et qui ont bénéficié, en tout cas, de ses réflexions, notamment les gens liés au Codesria. Alors, parler de Samir Amin, ce n'est pas une tâche facile, surtout en ce qui concerne le thème de la déconnexion. Vous savez, ce thème de la déconnexion, Samir Amin l'a écrit dans un livre publié au milieu des années 1980, en 1986. Et cela démontre l'audace de la pensée de Samir Amin parce que les années 80, surtout le milieu des années 80, c'était une époque où pratiquement tous les pays africains étaient sous le contrôle du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale à travers les programmes d'ajustement structurel. Et c'était aussi l'époque où les États-Unis, le Royaume-Uni et leurs alliés avaient entrepris une contre-offensive contre toutes les concessions qui avaient été faites aux pays du Sud dans le cadre du nouvel ordre économique international qui avait été lancé au milieu des années 70 au niveau des Nations Unies. Donc, c'est à cette période-là que Samir Amin a eu le courage et l'audace de parler de la nécessité pour les pays du Sud de se déconnecter du système mondial. Alors, il a écrit ce livre en examinant le contexte international de l'époque et également en analysant les tentatives au niveau des pays africains et d'Amérique latine et d'autres pays du Sud, des tentatives de déconnexion à l'intérieur du système, des tentatives de développement, si vous voulez, à l'intérieur du système, ce qu'il a appelé l'illusion du rattrapage. Alors, ce contexte mondial était d'abord marqué par ce qu'on a appelé l'échec de la première décennie du développement par les Nations Unies, échec qui était surtout illustré par le peu de flux financiers vers les pays développés de la part en développement de la part des pays développés. Et c'était à l'époque que le fameux 0,7% du PIB avait été proposé. Mais surtout, cette période était marquée par donc toutes les batailles menées par les pays du Sud au niveau des Nations Unies, mais au niveau régional et au niveau national, pour pouvoir se frayer leur chemin à l'intérieur du système. Mais malheureusement, toutes ces batailles ont fait long feu. Alors, en Afrique, c'est surtout après toutes ces tentatives au niveau national, l'échec de prendre Lagos. Prendre Lagos, que les pays africains avaient conçu par eux-mêmes, à travers la CIA et l'Organisation de l'Unité africaine, qui avait été lancée en 1980, mais qui malheureusement a été torpillée par la Banque mondiale quand elle a publié le fameux rapport Berg qui a inauguré plus tard
les programmes d'ajustement structurel. Donc c'est cette période-là qui forme le contexte dans lequel Samir Amin a écrit ce livre. Mais il y avait également un facteur personnel, parce que lui-même, dans son pays natal en Égypte, il avait participé pendant quelques années avant de s'exiler à des politiques au niveau des ministères, je crois, de l'économie, mais surtout au Mali. Il avait rejoint le Mali et pendant 3 ans, sous Modibo Keïta, le premier président du Mali, il a été conseiller au niveau du département de l'économie et il a vu toutes les difficultés qu'éprouvait ce pays pour pouvoir mettre en place un programme de développement autonome ou qu'il appellera un programme autocentré. Et donc c'est tous ces échecs qui ont amené Samir Amin à parler de la nécessité pour les pays du Sud de se déconnecter du système mondial. Mais pour bien comprendre le concept de déconnexion, il faut avoir à l'esprit que Samir Amin conçoit le système mondial, le système capitaliste mondial, comme un tout, consistant en ce qu'il appelle le centre et les périphéries. Le centre étant composé des pays développés, notamment industrialisés, et dans lesquels la bourgeoisie et l'État maîtrisent le processus d'accumulation. Alors que pour les pays du Sud, ce processus d'accumulation est influencé par des contraintes extérieures. Et la nature polarisante du système mondial a été la préoccupation constante de Samir Amin. Et je le cite ici, une question centrale me préoccupait intellectuellement, plus que toute autre. Pourquoi l'histoire de l'expansion capitaliste est-elle celle de sa polarisation à l'échelle mondiale? Fin de citation. Et c'est cette conviction que les pays du Sud doivent se déconnecter de ce système qu'il a lancé son concept de déconnexion. Donc pour lui, la déconnexion vise à soumettre les rapports économiques externes d'un pays à la logique des priorités internes de son développement. Et cela est surtout valable dans les domaines du commerce extérieur et des mouvements de capitaux, qui sont les deux principaux canaux par lesquels un pays est lié au monde extérieur. Alors, mais contrairement à une certaine conception naïve ou tendancieuse, la déconnexion ne veut pas dire autarcie, comme certains ont cru quand ils ont entendu parler de déconnexion, ou repli sur soi. Non, pour Samir Amin, la déconnexion veut tout simplement dire une précondition à une stratégie autocentrée permettant de jeter les bases d'un véritable développement pour les périphéries. En effet, pour lui, la déconnexion implique la définition de critères de rationalité économique à partir des contraintes et rapports sociaux internes plutôt qu'à partir de ceux liés au système mondial. Voilà ce que Samir Amin appelle la déconnexion. Alors, cet appel a eu une très grande résonance. D'abord, la même année, au mois de décembre 1986, au niveau du système des Nations Unies, il y a eu cette fameuse déclaration sur le droit au développement.
adoptée par l'Assemblée générale. La résolution fut adoptée par 146 pays avec une seule opposition, comme vous le devenez, les États-Unis. Alors, selon le préambule de ce document, le développement est conçu comme, je cite, un processus global, économique, social, culturel et politique qui vise à améliorer sans cesse le bien-être de l'ensemble de la population, de tous les individus, sur la base de leur participation active, libre et significative au développement et au partage des biens qui en découlent. Fin de citation. Donc, à partir de ce préambule, on peut soutenir que pour la grande majorité des pays du Sud, notamment pour les pays africains, ce droit au développement ne peut se réaliser que dans le cadre de la déconnexion. Parce que je vois mal un pays soumis à la dépendance étrangère pouvoir jouir de ce droit. Alors, un autre écho des idées de Samir Amin, parce qu'il ne faut pas oublier que Samir Amin était lié au système des Nations Unies, et notamment à l'Université des Nations Unies. Donc, un autre écho que je vois des idées de Samir Amin, c'est le lancement à partir des années 90 des rapports de PNUD sur le développement humain et qui ont complètement éclipsé les rapports de la Banque mondiale sur le développement qui étaient juste là à égrener des taux de croissance qui n'avaient rien à voir avec la réalité des populations et qui véhiculaient l'idéologie néolibérale. Mais les idées de Samir Amin ont également influencé beaucoup de penseurs africains, bien sûr, et notamment le professeur Yash Tandon, que beaucoup d'entre nous connaissent dans cette salle, et qui a été directeur du South Center, le think tank des pays du Sud, basé à Genève. Et il a écrit en 2015 un livre magnifique sur le commerce, et qui a été salué par Samir Amin lui-même, par Noam Chomsky, le fameux Noam Chomsky de MIT, et critique acerbe de l'impérialisme américain, et par Vandana Shiva, la célèbre écologiste indienne. Alors, dans ce livre, Yash Tandon reprend pour l'essentiel les idées de Samir Amin sur la nécessité pour les pays du Sud de se déconnecter. Donc, on peut le constater aussi, les idées de Samir Amin au niveau du débat aujourd'hui sur la démondialisation, notamment en Europe, et également au niveau du Forum social mondial, dont Samir Amin était un des pères spirituels. Alors, pourquoi ce thème de la déconnexion, qui est revenu pratiquement dans tous les livres que Samir Amin a écrits depuis lors, jusqu'au dernier livre qu'il a publié 2 ou 3 ans avant son décès. Il y a 2 convictions, je crois, qui sont attachées à ce thème de la déconnexion. La première est que cette déconnexion doit contribuer à la destruction du système impérialiste. Je le cite, la déconnexion des pays du Sud prépare la déconstruction du système impérialiste en place. Autrement dit, les politiques de déconnexion doivent contribuer à la crise du système capitaliste et donc libérer les pays du Sud des chaînes de la dépendance. La deuxième conviction liée à ce thème de la déconnexion, à mon avis, est que
Elle doit conduire à la rupture avec ce que Samir Amin appelle la vision eurocentrique du monde. En effet, pour lui, le capitalisme, et je le cite ici encore, est lui-même indissociable de la conquête du monde par les Européens. Il est indissociable de l'idéologie eurocentrique, une forme par définition non universelle de la civilisation. Fin de citation. Donc voilà, je crois, ces deux convictions qui expliquent l'importance du thème de la déconnexion dans la pensée de Samir Amin. Alors, j'ai résumé dans un schéma cette idée de la déconnexion. Le système mondial, c'est la polarisation entre le centre et les périphéries. Dans le centre, le processus d'accumulation est sous la maîtrise de forces internes, l'État et la bourgeoisie. À la périphérie, les forces internes sont soumises à des contraintes extérieures dans le processus d'accumulation. La déconnexion, donc, vise à soumettre les relations extérieures au processus d'accumulation interne, notamment au niveau du contrôle de la politique du commerce extérieur et contrôle des mouvements de capitaux. Et donc la déconnexion doit conduire à l'élaboration de projets autocentrés. Et ces projets autocentrés devraient conduire à l'industrialisation. Voilà comment je résume la pensée centrale de Samir Amin en ce qui concerne la déconnexion. Pour l'Afrique, quelles sont des politiques aujourd'hui qu'on peut qualifier de politiques de déconnexion ou pouvant contribuer à la déconnexion? Alors, j'ai 6 axes. Le premier, c'est ce que j'ai appelé la conquête ou la reconquête des souverainetés. Souveraineté monétaire, Nongo en a parlé au tout début de cette séance, les combats que nous menons en Afrique de l'Ouest, mais également au niveau continental, les efforts qui sont faits. Donc, souveraineté monétaire, je ne m'étendrai pas trop dessus. Souveraineté alimentaire, les leçons amères que la Covid-19 et la guerre en cours ont enseigné aux dirigeants africains ont montré la vulnérabilité, la grande vulnérabilité de l'Afrique. En effet, pensez que en 2020, selon la CNUSED, la Conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement, 80% des importations de produits alimentaires de base par les pays africains provenaient de l'extérieur du continent. 80%. Et c'est plus de 60 milliards de dollars de dépenses pour ces importations. Et pourtant, l'Afrique a les moyens de se nourrir elle-même. En 2003, au sommet de Maputo au Mozambique, les chefs d'État avaient adopté une déclaration selon laquelle les pays devaient consacrer au moins 10% de leur budget national à l'agriculture. Malheureusement, ça n'a pas été suivi d'effet pour la quasi-majorité des pays africains. Ici, au Sénégal, on nous avait promis l'autosuffisance en riz en 2017, mais malheureusement, les politiques n'ont pas suivi et nous sommes toujours dans la dépendance. Souveraineté pharmaceutique. Ici encore, la dépendance est abyssale. L'Afrique importe 97% de ses besoins
en médicaments et en produits pharmaceutiques. 97%. Et surtout, comme on le sait, tout cet argent, toutes ces importations sont payées en devises fortes. Et c'est plus de 20 milliards de dollars en 2018. Le niveau des importations payées par les pays africains. Et voilà des domaines vitaux dans lesquels les pays africains devraient chercher leur souveraineté. C'est valable dans le domaine de l'énergie, alors que nous avons non seulement les énergies fossiles, mais toutes les énergies renouvelables du monde. Nous avons du soleil à gogo, et ainsi de suite. Et malheureusement, ici non plus, il n'y a pas de politique cohérente pour l'Afrique. J'ai été à Bonn, et là, il faut que ça m'a beaucoup frappé. J'ai été logé dans un grand hôtel, R+6, l'un des plus grands probablement d'Allemagne, pas seulement de Bonn. Mais il est alimenté au solaire, des panneaux solaires partout, 100%. Je me suis dit, mais pourquoi ne pouvons-nous pas faire cela chez nous? Donc, c'est des choses comme ça qui, bien sûr, peuvent se faire, mais qui demandent évidemment la solidarité entre pays africains. Et c'est pourquoi mon deuxième axe, c'est l'accélération de l'intégration régionale et continentale. Alors, cet agenda pour l'intégration, nous savons aujourd'hui le débat sur la ZLECA. Il y a beaucoup de promesses qui ont été faites, des études de la Banque mondiale, de la CNUSED et d'autres ont fait l'éloge de la ZLECA, beaucoup de retombées, beaucoup de bénéfices pour les pays africains. Mais moi, je suis très sceptique. Parce que d'abord, c'est des projections. Les projections sont ce qu'elles sont. Et ensuite, il n'est pas certain que toutes les retombées attendues de la ZLECA bénéficient à tous les pays. Certains grands pays qui ont probablement une capacité industrielle avérée peuvent en profiter. Mais les petits pays, je crois, risquent d'être laissés pour compte. Et ensuite, une chose qui me fait douter, en tout cas, de l'importance de la ZLECA dans le processus d'intégration et dans les efforts de déconnexion, c'est l'aspect commercial. Parce que quand vous entendez parler de la ZLECA, on ouvre les frontières, on va vendre. Et on risque tout simplement de vendre, de recycler des produits venus d'ailleurs et au détriment des entreprises africaines. Mon troisième axe, c'est la reconstruction de l'État développementiste. Vous savez, nos États avaient été détruits par le programme d'ajustement structurel dans les années 80. On avait accusé l'État de tous les noms d'oiseaux et la Banque mondiale et l'FMI ont détruit nos États à travers un certain nombre de programmes. Et aujourd'hui, tout le monde se rend compte qu'il est nécessaire de reconstruire les États pour développer le continent africain. Et je cite ici la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, qui en 2014 disait ceci. Le temps est maintenant venu de reconnaître à nouveau que le soutien des États est capital pour surmonter les défaillances du marché et stimuler l'industrialisation. Fin de citation. Et donc, plus loin, la CE a dit
qu'il est nécessaire d'institutionnaliser la politique industrielle dans les stratégies de développement national et régional aux échelons les plus élevés du gouvernement. Et on a besoin d'un État pour ça. La conférence des Nations Unies, la CNUSET, était la première à tirer la sonnette d'alarme en 2007 en parlant de la nécessité pour l'Afrique de reconstruire ses États, notamment dans le cadre de la mobilisation des ressources internes. Et en 2011, le rapport de la Commission économique de l'Afrique, qui était consacré au rôle de l'État, disait ceci, je cite, « Le consensus qui se dégage à ce sujet, c'est le sujet de l'État, c'est qu'un État développementiste est essentiel au processus de croissance économique accélérée et de transformation sociale d'un pays, quel qu'il soit. » Fin de citation. Alors, à ceux qui disent que l'Afrique ne peut pas avoir d'État développementiste, je rappelle le brillant document de feu le professeur Tandika Kandavire, ancien secrétaire exécutif du CODESRIA, arraché à notre affection en 2000, et qui disait que l'État, dans les années 60-70, les États africains, parmi les États africains, il y en avait qui étaient de véritables États développementistes et qui avaient des performances supérieures à celles des pays asiatiques. Il citait le Botswana et autres. Et il disait que parmi les 10 États, les 10 premiers États dont les performances sont louées, les 3 premiers étaient africains. Et donc, c'est bien possible de reconstruire, de redévelopper des États africains développementistes si la volonté politique y est. Et je cite un autre ancien secrétaire exécutif du CODESRIA, mon frère, le professeur Adebayo Olukochi, dans cette salle, qui affirmait avec force qu'il ne peut y avoir développement sans un État fonctionnel et engagé. Par conséquent, et je le cite maintenant, la restauration de l'État comme un acteur légitime dans l'économie et la société est un impératif à la fois démocratique et développementiste. Merci. Fin de citation. Donc, l'État est indispensable et fait partie des instruments de la déconnexion, à mon avis. Alors, l'autre axe, c'est la nécessité de financer son développement. Quand on se bat pour la souveraineté, pour la déconnexion, il est indispensable de pouvoir mobiliser des financements, ses propres financements. Et cela passe par d'abord la réorganisation des systèmes fiscaux internes, mais surtout par le contrôle des mouvements de capitaux. Notre sœur ce matin a beaucoup parlé des flux financiers illicites. L'Afrique perd des centaines de milliards chaque année. Et la CNUSED, dans son rapport 2020 consacré à l'Afrique, disait qu'il était possible à l'Afrique, en contrôlant, en atténuant en tout cas les flux financiers illicites, l'Afrique pouvait retenir 89 milliards de dollars chaque année. Donc, à part la mobilisation des ressources internes, bien sûr, je parle de la réparation pour la dette écologique. Mon prédécesseur en a parlé tout à l'heure. L'annulation de la dette illégitime, Éric Toussaint est là. Le rapatriement des biens mal acquis et une meilleure utilisation des transferts des migrants et qui
donc, pour beaucoup de pays, représente quand même un apport extrêmement important. Un pays comme l'Éthiopie, par exemple, émet des bons du trésor en devises, mais qui sont payables en monnaie nationale. C'est une idée, peut-être que d'autres pays devraient creuser. Je parle du renforcement de la coopération sud-sud. Comme vous le savez, l'attachement de Samir à la coopération sud-sud. Donc je n'insisterai pas beaucoup là-dessus. En conclusion, la déconnexion pouvait être considérée comme une utopie, entre guillemets, au moment de l'appel audacieux de Samir Amin. Mais elle est devenue aujourd'hui une réelle possibilité. Avec la multiplication des facteurs de plus en plus favorables, en effet, on assiste au recul irréversible de l'hégémonie économique et financière des pays du centre et à la montée en puissance de plusieurs pays du sud et à la reconquête de la souveraineté sur les ressources. Parallèlement, la coopération sud-sud est devenue un des axes majeurs des relations économiques internationales. Tous ces développements créent un contexte de plus en plus favorable à la déconnexion. Et c'est pourquoi Samir Amin pouvait dire, je le cite, plus que jamais, la déconnexion est à l'ordre du jour du possible. Fin de citation. Mais comme indiqué plus haut, la pensée de Samir Amin sur la déconnexion n'est pas seulement un problème économique, mais également intellectuel et politique. Donc, appeler à la déconnexion veut aussi dire renouer avec les idées des penseurs africains, de ceux du Sud et de ceux dans la diaspora. Cela signifie se réapproprier la pensée de Samir Amin, bien sûr, celle de Cheikh Anta Diop, du Kwame Nkrumah, du Maoulou, du Malilou Nyerere, Nelson Mandela, Amilcar Cabral, Thomas Sankara, Patrice Lumumba, Yash Tandon, et la liste est loin d'être exhaustive. Cela signifie renouer avec le panafricanisme progressiste, pour ne pas dire révolutionnaire. C'est à ces conditions, à mon avis, qu'il sera possible de réussir l'agenda 2063 de l'Union africaine qui veut bâtir l'Afrique que nous voulons. Je vous remercie.